Et voilà, bonsoir tout le monde, si on a des gens qui ne sont pas en pleine journée. Je suis absolument ravi de vous avoir aujourd'hui et je suis absolument ravi aussi d'avoir un speaker de chez AWS et Abdel, pour le coup, qui va nous parler de Generative AI dans le cloud AWS. Alors, juste avant de passer la main à Abdel, peut-être de l'introduire aussi, hein, Abdel qui est solution architecte chez AWS, comme vous le voyez, je vais prendre quelques minutes pour vous partager quelques updates et vous partager aussi quelques infos sur le cloudfacile.com si vous ne connaissez pas. Donc, hop, j'espère que vous voyez tous bien mes slides. En termes de logistique, donc cette session, elle est enregistrée et donc vous allez retrouver le recording d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Tous les participants sont sur silencieux. En tout cas, on vous invite à être sur silencieux, mais surtout à être très actif dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions. Je suis sûr et certain qu'Abdel adore les questions, donc n'hésitez pas à rendre cette session très interactive dans ce sens-là. L'enregistrement sera sur YouTube, donc ça, effectivement, on en a parlé. Et puis, en termes d'agenda, on a prévu à peu près entre 1h et 1h30 de présentation sur la GNI. Je vais prendre quelques minutes au début pour parler de lecloudfacile.com, pour ceux qui ne connaissent pas, parler un peu de nos activités et puis des nouveautés qu'on a aussi. Hein. Et d'ailleurs, on a des nouveautés autour de la Generative AI. Ensuite, on va plonger dans le vif du sujet. On va parler de libérer la créativité grâce à l'IA générative sur AWS et ça va être l'opportunité, l'occasion de comprendre la proposition de valeur et tout ce que AWS propose dans ce domaine-là et tout ce que vous pourriez faire pour libérer l'innovation et la créativité dans vos entreprises respectives. Et puis, effectivement, on va essayer de garder un peu de temps à la fin. Si jamais s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, pour prendre ces questions et puis conclure. Donc, si ça vous va, encore une fois, au nom de toute l'équipe Le Cloud Facile, on est ravis d'avoir Abdel de AWS, on est ravis de vous avoir. Et Le Cloud Facile, c'est quoi? C'est une EdTech 100% cloud et 100%, j'ai envie de dire, nouvelle technologie, et 100% sénégalaise aussi. Hein. On est très actif dans tout ce qui est learning autour du cloud. Et d'ailleurs, on est AWS Training Partenaire depuis plusieurs mois. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on est autorisé à délivrer des formations officielles AWS au Sénégal et dans la sous-région. Et donc, concrètement, pour vous, si vous souhaitez vous former à AWS, que ce soit autour de l'IA, autour de l'architecture, autour de tout ce qui est sujet de migration, on sait que c'est des sujets aujourd'hui qui sont à l'ordre du jour, en fait, avec l'arrivée des wavelengths, notamment au Maroc et au Sénégal. N'hésitez pas, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner en tant qu'AWS Training Partner. Et on organise chaque année la plus grande webconférence dédiée au cloud en Afrique. Ça s'appelle la Journée du Cloud et la 3e édition aura lieu au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On va commencer à partager beaucoup plus d'infos sur cette journée. Et d'ailleurs, petite nouveauté cette année, c'est qu'on sera sur 2 jours. Il y aura une journée plutôt orientée entreprise et puis une journée plutôt orientée grand public le samedi. Après, ce qui ne change pas, c'est que ça va être 100% gratuit avec énormément de super speakers aussi qui vont parler d'innovation, d'intelligence artificielle et de cloud. D'accord. Alors, une nouveauté, une ou deux nouveautés, comme je vous avais dit, hein, j'ai quelques petites nouveautés à vous partager. La première nouveauté, c'est qu'on a désormais AWS Skill Builder sur le cloudfacile.com. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas AWS Skill Builder, c'est tout simplement entre guillemets, la plateforme e-learning d'apprentissage officielle de AWS. Et il y a un catalogue très, très riche. On peut faire des labs, on peut faire pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qui est disponible sur le Cloud Facile, on est ravis de le rendre disponible, c'est qu'on a commencé à intégrer une partie des cours d'AWS Skill Builder. Donc, pour le moment, on fait un focus sur les cours en français, parce qu'on sait qu'on a une large communauté francophone, en Afrique d'ailleurs, mais pas que. Et dans un premier temps, on a d'abord lancé des cours sur la Generative AI. Donc, ça tombe bien,
Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur https://leplatfacile.com et il suffit de créer un compte et vous avez accès à des cours autour de l'IA générative et vous pouvez suivre ces cours gratuitement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, bravo à l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour rendre ça possible. Et dans les jours, les semaines qui viennent, on va continuer à enrichir le catalogue. On va mettre à disposition de plus en plus de cours sur d'autres sujets, que ce soit les sujets de certification, que ce soit les sujets autour de tout ce qui est DevOps, migration, etc., etc. Alors, j'en reviens à notre sujet du jour et j'ai le plaisir d'introduire Abdel. Abdel, comment ça va? Comme un jeudi, c'est très bien. Voilà, on doit être au 12e jour du mois du Ramadan, donc tout va bien, tout se passe bien. La météo à Paris est un peu couverte, donc pas trop chaude, un peu fraîche, donc c'est plutôt sympa. C'est sympa et il y a toujours l'énergie, effectivement, au 12e jour. Donc, on est content de t'avoir. C'est vrai qu'effectivement, si on avait eu ce webinaire en fin de mois de Ramadan, ça aurait été une autre histoire, mais voilà, il faut quand même assurer le suivi continu. On ne peut pas avoir de baisse de régime. Je suis papa, donc j'ai pas le choix, et d'un petit garçon de 6 ans, donc il faut être à 100% tout le temps. Donc oui, là-dessus, c'est important de se préserver, mais aussi de pas non plus d'être toujours disponible pour aider la communauté, où qu'elle soit à travers le monde, en partageant l'information, la connaissance, et puis en échangeant pour comprendre ce qui se passe un peu partout, appréhender de nouvelles façons de travailler aussi. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Absolument, on est absolument ravis de t'avoir. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais te passer la main. Ok. Tu puisses commencer à présenter tes slides. Hop, j'arrête mon partage. Et puis, comme ça, tu peux commencer à Hop là, je tes passe slides. mon écran. Vous l'aurez compris, Abdel est solution architecte basé à Paris et chez AWS depuis juillet 2020. J'ai arrêté de compter en termes de mois ou de jours. Je donne la date d'arrivée. C'est comme je fais la même chose pour mon âge. Quand on me demande quel âge j'ai, je donne ma date de naissance. C'est plus facile. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour tous ceux qui sont sur des time zones différentes. Donc, je suis Abdelhaim Dadou, je suis architecte de solutions chez AWS. Je suis dans une entité qui s'occupe du secteur automobile et manufacturier. Et j'exerce sur différents types d'activités avec mes clients, des revues d'architecture, de la formation, enfin pas forcément de la formation comme le fait Amadou, mais en tout cas j'essaye d'inébler mes clients sur les services AWS, la plateforme, et les aider à résoudre leurs problèmes en ayant une approche assez pragmatique sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour qu'ils puissent aussi avancer dans leur utilisation du cloud. Alors, j'ai pour habitude de commencer par quelques chiffres pour donner un peu la tendance sur le sujet qu'on va aborder. Hein. C'est toujours bien de commencer par un peu de data. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui investissent dans l'intelligence artificielle. Ça ne fait que augmenter. Ayant commencé dans le domaine en 2010, dans une petite société française, j'ai vu l'évolution et les différents cycles d'évolution, parce que c'est assez cyclique. C'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a de ça 15 ans. L'intelligence artificielle aussi, on note qu'elle se démocratise. On la voit de plus en plus arriver dans différentes lignes de métier, donc aussi bien les entreprises, enfin comment dire, les zones de production, les ressources humaines, la comptabilité, la créativité, comme on va en parler aujourd'hui. Et elle a de plus en plus d'impact sur la capacité à amener un impact business, en tout cas un impact métier, pour les gens qui l'adoptent et qui l'utilisent. Donc tout ça est basé sur des rapports des analystes. Hein, donc il y aura des liens. On va voir comment on peut vous mettre à disposition le contenu aussi, pour que vous puissiez cliquer sur les liens. Des choses très importantes sur comprendre comment ça a évolué et quels sont les potentiels
cas d'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc, on va voir un petit peu les différences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Pas toujours facile de répéter tous ces mots. Elle se situe sur 4 piliers majoritairement. Donc, c'est de nouvelles expériences, des nouvelles façons d'utiliser des outils pour vous accompagner dans votre activité de tous les jours. On le voit avec les chatbots. Il y en a de plus en plus. Donc, de plus en plus sont, comme on dit en anglais, powered by GenAI. Donc, ce qui vous permet d'accroître la productivité. Et on va voir sur un use case que je vous montrerai. Elle permet aussi d'accéder à une quantité non négligeable de data que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas scanner comme ça à chaque fois qu'on en a besoin. Et elle permet aussi d'avoir un aspect créatif. Alors des fois, on peut confondre la créativité avec les hallucinations des modèles, mais voilà. Donc vous verrez aussi dans un autre cas, on va voir peut-être au travers d'une petite démo, comment vous pouvez améliorer votre créativité, ou tout du moins expérimenter beaucoup plus facilement que ce que vous pouvez faire aujourd'hui grâce à la GenAI. Alors, où se situe la GenAI? Déjà, on va essayer de clarifier qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, le mot artificial intelligence pour les anglophones, intelligence veut dire plusieurs choses. En français ou en anglais, dans certains cas, l'intelligence, on pourrait comparer ça au raisonnement. Pour les Américains, on va plutôt comparer ça, définir ça comme du renseignement. La CIA, Central Intelligence Agency, c'est vraiment la centrale du renseignement. Et donc, du coup, il y a des fois une petite confusion sur le terme intelligence. Certains l'utilisent comme raisonnement. Donc, en gros, le raisonnement artificiel, c'est comment est-ce qu'un programme peut raisonner comme un être humain. Mais aussi, on peut le prendre comme comment est-ce qu'on arrive à récupérer, à collecter du renseignement au travers de programmes. D'où un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, au final, ça pourrait être n'importe quel programme qui va essayer de transcrire un raisonnement avec une suite de conditions en disant, voilà, si j'ai ci, donc je fais ça, si j'ai ça, je fais autre chose. Et c'est très vaste comme domaine. À l'intérieur de ce domaine de l'intelligence artificielle, vous avez le machine learning. Donc le machine learning, l'apprentissage machine, où là, vous allez donner à un programme la possibilité d'apprendre au travers de data que vous allez lui fournir pour créer un modèle avec un algorithme d'apprentissage. Donc cet algorithme d'apprentissage va prendre votre donnée en entrée et va être capable de vous donner des informations en sortie. Des exemples très simples, quand vous recevez une offre promotionnelle d'Amazon, par exemple, c'est souvent qu'il a identifié qu'il y a un intérêt de votre part. Donc, en analysant votre profil de consommateur, on peut déterminer que voilà, la propensité à acheter tel ou tel produit, elle est à un certain pourcentage. Et du coup, si on veut vous communiquer cette information, on va vous envoyer un email, une communication. Donc ça, c'est de l'apprentissage machine. Ça se fait pour donc ce qu'on appelle des classifications, savoir si oui ou non vous allez prendre telle action, donc cliquer sur un lien ou pas. Il y a d'autres types de modèles qui existent, les modèles de régression, par exemple, où on va déterminer une valeur numérique, comme dans le domaine des télécommunications, on appelle ça la Customer Lifetime Value, par exemple. Donc, savoir quelle va être votre dépense en tant que client, et ça permet après de faire de la segmentation client pour savoir les personnes qui dépensent plus ou moins. À l'intérieur du machine learning, il y a eu une avancée qui a été faite depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'était le deep learning, donc la possibilité d'analyser de façon très profonde la donnée et notamment d'utiliser des données plus complexes que des attributs comme, on va dire, l'âge, le statut marital, les derniers achats. Avec le deep learning, on arrive aujourd'hui à utiliser de la donnée non structurée, telle que des images, de la vidéo, du son, afin de prédire, par exemple, un sentiment, de dire, voilà, dans cette image, il y a tel type d'objet. Donc ça, le deep learning nous a aidé à résoudre ce problème de savoir, voilà, j'ai de la donnée non structurée, de la donnée un peu compliquée, ou du texte, par exemple, un texte, et de dire, voilà, je veux déterminer quel est le sentiment du texte ou quel est l'objet dans le texte. Et après, on va aller un peu plus loin, donc la Generative AI qui fait partie du Deep Learning, qui lui va permettre de générer de façon conséquente des outputs et non plus juste des indicateurs pour dire c'est un chien qui est dans cette image ou un muffin, mais là on va pouvoir générer beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir,
Aussi, c'est que les modèles d'intelligence artificielle générative utilisent des modèles fondationnels. Donc, les modèles fondationnels, c'est des modèles qui sont pré-entraînés sur des quantités astronomiques de données, qui généralement consomment aussi beaucoup de puissance de calcul, afin de mettre à disposition donc un modèle qui est donc pré-entraîné. Ils utilisent un certain nombre de paramètres, et vous le verrez quand vous allez commencer à utiliser des modèles fondationnels comme Amazon Nova, dont on va parler, mais aussi Anthropic avec Claude, ou Mistral AI aussi. Vous allez voir qu'il va y avoir un certain nombre de paramètres qui vont être pris en compte. Donc, on va construire un modèle. Sa puissance va souvent être mise en relation avec le nombre de paramètres qu'elle accepte et une fenêtre d'information que l'on peut lui fournir pour nous fournir une réponse. L'avantage de ces modèles fondationnels, c'est que comme ils apprennent sur énormément de données, ils arrivent aussi à vous fournir un grand nombre de services différents. Donc, dans les approches traditionnelles de machine learning, et on va le voir juste un peu plus tard, on a souvent une réponse qui est simple, même si y arriver peut être très sophistiqué. Dans l'intelligence artificielle générative, on va avoir la possibilité de générer des contenus complexes. Sachez qu'il est possible de customiser les modèles fondationnels, mais il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire avant d'aller à cette étape, parce qu'elle est non seulement très consommatrice en énergie, votre énergie, enfin vos efforts, en données, mais aussi en puissance de calcul. Donc, il existe des étapes avant de se dire je vais créer mon propre modèle fondationnel ou je vais customiser un modèle fondationnel moi-même. Donc, n'hésitez pas à ne pas sauter ces étapes parce qu'elles sont relativement importantes pour vous aider à comprendre ce qu'on peut faire avant d'arriver à cette étape-là. Donc, comme je vous le disais, le machine learning a une approche, on va dire, simpliste, dans le sens où vous allez avoir des entrées assez simples, comme des attributs, qui vont être numériques ou textuels. Et quand je dis textuel, ce seront des catégories, plus que du texte en tant que, je sais pas, un livre, et va vous générer une sortie simple. Une prédiction, oui ou non, il va cliquer sur le lien, oui ou non, elle va apprécier ce film. Donc ça, c'est ce que le machine learning arrive à résoudre comme problème. Pour le deep learning, on va avoir des inputs, des entrées plus complexes, des images, de la vidéo, du texte, en conséquence, enfin du grand texte, du texte long, et on va permettre de générer un output simple aussi. Quel est le sentiment dans le texte? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Est-ce qu'il y a une orange dans cette image? Et en ce qui concerne les modèles fondationnels, là, on va avoir des inputs complexes, donc des requêtes, où vous allez écrire ce qu'on appelle des prompts, et on va voir ce que c'est qu'un prompt, et vous allez pouvoir récupérer un output complexe aussi. Donc, si vous voulez, moi, je vais tester la chose prochainement avec mon enfant, je vais lui écrire des histoires à base d'intelligence artificielle générative pour le soir avant de dormir. Et donc, dans ces trois approches, en fait, voilà, font partie de l'intelligence artificielle, du domaine de l'intelligence artificielle. Si on schématise aussi, on voit sur la gauche, donc les approches traditionnelles, on va avoir un modèle qui va être entraîné et déployé pour une tâche. Et ça, c'est l'une des limitations aujourd'hui sur l'approche traditionnelle, c'est qu'il faut créer des nouveaux modèles pour chaque nouvelle tâche ou chaque nouveau type de tâche. Il est très difficile de généraliser, comparativement à un modèle fondationnel où là, lui, va avoir sa capacité à généraliser un certain nombre de tâches qu'il peut effectuer avec son modèle. Vous le verrez, vous voyez aussi sur le diagramme, sur la gauche, les approches traditionnelles ont souvent besoin de données labellisées. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé, qui a cliqué sur le lien ou pas, pour pouvoir prédire qui va cliquer sur le lien dans le futur. Dans les modèles fondationnels, on n'a pas besoin de labels, on n'a pas besoin de savoir, d'avoir de données historiques des actions des utilisateurs pour pouvoir générer une réponse. C'est là aussi une approche très différente dans la façon dont sont construits ces modèles. Si on parle de use case, parce qu'on a cette approche orientée use case sur le machine learning pour démontrer la valeur, parce que faire de la data science pour juste faire des équations mathématiques, pour moi, ça a un peu de valeur. Peut-être pour mes collègues mathématiciens, ils aiment beaucoup ça, mais moi, personnellement, j'essaie de promouvoir la valeur auprès des gens avec qui je travaille. On voit trois différents domaines où on peut
avoir des use cases assez intéressants. Alors, vous les avez tous vus aujourd'hui ces derniers temps, les chatbots, que ce soit ChatGPT ou autre, ou le chat avec Mistral. Donc, qui commencent à avoir des approches beaucoup plus avancées, beaucoup plus sophistiquées que les bots que nous avions avant. Avant, un chatbot se construisait avec des règles. Donc, on analysait dans votre requête une intention, et si cette intention avait été codée correctement dans le chatbot, on vous donnait des réponses. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de coder ces intentions. Le chatbot, le modèle derrière le chatbot va être capable d'analyser votre demande, déterminer l'intention et déterminer quelle est la réponse à cette intention. Donc, ça inclut aussi les assistants virtuels. Si vous faites du code aujourd'hui, vous avez peut-être utilisé des outils pour vous aider dans vos développements, et on va voir ça aussi dans un use case. Mais il y a plein d'autres use cases sur la productivité, par exemple. Donc, la possibilité de faire des recherches dans des documents. Il existe des technologies qui permettent de faire des recherches dans des bases documentaires, mais le problème, après, c'est on va vous ressortir des données brutes, c'est-à-dire la documentation, le lien vers la documentation, qui des fois est très compliqué à digérer ou à trouver, par exemple, un résumé. Et donc là, le modèle fondationnel va vous apporter cette capacité de chercher dans des bases de connaissances, internes ou externes, et de vous faire des résumés, tout en gardant les sources, par exemple. Ce qui vous permettra de valider que ce que le modèle vous a donné est correct ou cohérent vis-à-vis de ce que vous cherchez. Une des tâches, et comme vous l'avez tous essayé aujourd'hui dans le chat, vous avez la possibilité de collecter, de transcrire ma voix. J'espère que ça marchera bien, parce que des fois, ces bots utilisent plutôt l'anglais que le français. Vous pourrez demander un résumé de ce webinaire. Donc ça, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va écouter le webinaire, prendre des notes et faire son résumé, un modèle fondationnel va pouvoir le faire pour vous. Sur l'aspect code generation, on va voir un petit exemple. Dans l'optimisation des process aussi, aujourd'hui, il y a énormément de process qui encore utilisent des décisions humaines alors qu'ils pourraient être automatisés. Alors là, il y a un frein qui est non pas la technologie, mais l'humain, d'accepter que la technologie puisse prendre des décisions à leur place. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les modèles fondationnels peuvent faciliter la prise de décision et automatiser certaines. Et donc, avant de vous lancer dans un use case, il y a des choses très importantes à évaluer pour choisir le bon use case, parce qu'on a vu beaucoup de personnes démarrer sur des initiatives de GenAI sans avoir identifié de use case, et notamment les axes de priorisation. Donc là, sur le graphe, c'est un exemple, c'est vraiment à prendre comme une suggestion, mais pas forcément comme vérité absolue. Il faudrait évaluer ces différents axes afin de vous aider à prioriser. Il y a tellement de use cases possibles en Generative AI aujourd'hui qu'il est important de prioriser ceux qui vont vous être faisables déjà, parce que dans certains cas, la donnée n'est pas accessible, ou la donnée est réglementée et du coup n'est pas accessible aussi. Si vous avez les équipes, par exemple, pour pouvoir développer ces scénarios, quels sont les budgets disponibles, parce qu'il y a un coût associé à faire de la GenAI, c'est pas totalement transparent là-dessus. Quel est le ROI, donc quel est le retour sur investissement qui est attendu. Dans certains use cases, on voit qu'il y a des ROI qui sont des fois inexistants, qui sont techniquement très intéressants quand on fait de la recherche, mais qui au niveau métier n'apportent pas grand-chose ou peu. Est-ce qu'on a de la donnée pour ce use case aussi? Dans certains cas, il faut mettre à disposition les données internes à l'entreprise, et il y a des réticences à cela pour certains use cases. Et il faut juste analyser en fait tous ces axes afin de déterminer quel use case vous allez choisir. Une fois que vous choisissez votre use case, il faut de l'outillage, effectivement. Et là, AWS apporte une stack complète à ce niveau-là. Pour ceux qui sont familiers avec AWS, pour ceux qui ne le sont pas forcément, je vais vous donner l'approche qu'on a au niveau des différents services qu'on va proposer. Donc, on a ceux qui vont vouloir faire tout à la main et qui vont utiliser l'infrastructure que vous voyez en bas pour
créer leur propre modèle avec juste de l'infrastructure de calcul et de stockage, et donc utiliser SageMaker, qui est notre service orienté machine learning, donc qui vous permet d'avoir accès à de la compute avec des GPU, avec des containers déjà très configurés et optimisés pour l'infrastructure AWS, d'utiliser des processeurs spécifiques pour certains traitements comme la création de modèles ou l'inférence. Donc là, on va s'orienter vers des gens qui font plus de recherche que des gens qui vont plus être consommateurs. Et pour les consommateurs qui ne veulent pas forcément rentrer dans la technique, on va dire, on a des services comme Amazon Q Business ou Amazon Q Developer qui, eux, vont s'intégrer dans vos outils et vous fournir des services clés en main sur l'étagère, comme on dit. Par exemple, avec Q Business, vous allez pouvoir lui dire, voilà, moi j'ai mes documents qui sont dans un bucket S3, donc du stockage objet, j'ai des PDF et je veux pouvoir interroger ces PDF, mais j'ai pas envie de savoir qu'est-ce que tu utilises pour faire, par exemple, du RAG, donc du Retrieval Augmented Generation, ou quelle méthode de recherche tu utilises ou de ranking. Je veux juste quelque chose de simple à utiliser pour mes utilisateurs. Et donc, Amazon Q for Business va vous permettre ça. Amazon Q Developer, lui, va s'intégrer avec vos outils de développement pour vous aider dans votre productivité en tant que développeur, en vous faisant de la suggestion de code, mais pas que, de l'analyse de code sur les problèmes de sécurité. Et au milieu, vous avez un service qui s'appelle Amazon Bedrock, en fait, qui va vous permettre d'accéder à différents modèles. Donc, dans les deux duos, Amazon Q for Business et Amazon Q Developer, les modèles qui sont utilisés, vous n'avez pas la possibilité de les modifier, ils sont gérés par les équipes de service. Et si vous voulez faire quelque chose de customisé ou tester différents modèles, de passer de Cloud IQ à Sonnet, par exemple, qui ont des capacités différentes en termes de nombre de taille de fenêtres d'informations que vous pouvez leur transférer ou le nombre de paramètres, vous pourrez le faire sur Bedrock, qui vous mettra à disposition un playground où vous pourrez tester les modèles et les comparer, par exemple. Et ça, avec Bedrock, en fait, on répond à la question aux interrogations de nos clients, c'est quel modèle dois-je utiliser, comment je fais pour y arriver rapidement et surtout comment je fais pour garder mes données dans mon compte AWS sans avoir à les exfiltrer ailleurs parce que j'ai des inquiétudes sur la sécurité. Et ça, c'est ce que Bedrock, c'est ce à quoi Bedrock répond. En fournissant un certain nombre de fonctionnalités. Donc, vous avez la possibilité de choisir parmi, je crois, plus de 80 modèles fondationnels aujourd'hui dans Bedrock, auxquels vous pourrez accéder au travers d'une API unifiée. Donc, vous n'aurez pas besoin de connaître les API spécifiques. Vous aurez la possibilité d'utiliser des paramètres spécifiques à chacun des modèles, bien sûr, parce qu'on veut quand même donner de la flexibilité à nos utilisateurs. Mais vous aurez accès, si vous voulez envoyer un prompt, vous ferez une conversation et l'API, ce sera la même que ce soit un modèle Nova ou un modèle d'Anthropic. Vous avez la possibilité de customiser les modèles existants, si le modèle le permet, ou d'en importer. Il y a un service, il y a une fonctionnalité de RAG donc qui vous permet de créer une base documentaire et de l'utiliser nativement dans Bedrock. Vous avez aussi la possibilité de définir des agents. Alors, les agents, j'en ai pas parlé pour l'instant. Les agents vont vous permettre de déléguer un certain nombre de tâches à un modèle fondationnel. Et ces tâches vont être déterminées par le modèle fondationnel. C'est-à-dire que si vous dites, moi, je veux passer une commande, le modèle fondationnel va voir toutes les API que vous lui aurez mis à disposition et sera capable d'identifier quelle API utiliser, quelle information il doit envoyer à cette API, de l'identifier dans votre requête ou de vous la demander pour que vous puissiez la lui fournir et d'appeler l'agent, enfin d'appeler l'API en question. Et bien sûr, tout ça en prenant en compte l'aspect sécurité, l'aspect privacy, qui sont au cœur de nos préoccupations quand on construit nos services. Et donc, pour résumer, Amazon Bedrock vous simplifie dans la vie en ce qui concerne la possibilité de choisir vos modèles. Vous n'êtes pas limité à un modèle et à ses différentes versions, mais vous pouvez vraiment utiliser différents modèles et de les comparer. La possibilité de les customiser, de faire de l'intégration avec les agents, donc d'utiliser des API externes vers votre CRM, par exemple, et d'avoir votre chatbot qui puisse communiquer avec votre CRM pour récupérer de l'information ou agir sur le CRM sans avoir à coder explicitement ces interactions.
Et bien sûr, la gouvernance, on va parler aussi d'AI responsable à la fin, si on a un peu de temps. Et après, je voulais passer sur cette question, enfin cette interrogation que vous devez peut-être avoir sur je veux créer mon propre modèle ou je veux customiser un modèle. Donc, il faut savoir qu'il y a des étapes avant de refaire l'apprentissage d'un modèle. La première, c'est le prompt engineering. Donc, le prompt engineering va vous permettre déjà d'évaluer la qualité des demandes que vous faites. Donc, quand vous envoyez une question, si elle n'est pas claire, bah, il y a une chance sur deux que le modèle ne puisse pas répondre. Si elle est ambiguë, il faut lever toutes ces ambiguïtés. Et ça s'appelle le prompt engineering. Donc, comment formuler ces questions correctement. Après, vous avez le in-context learning. Donc là-dessus, c'est de fournir des exemples. Par exemple, si vous voulez avoir un raisonnement pour résoudre un problème, vous pouvez fournir des exemples. Donc, vous pouvez ajouter à votre requête, à votre prompt, un certain nombre d'exemples pour l'aider à déterminer la solution à votre problème. Après, vous pouvez fournir du contexte supplémentaire avec des bases documentaires. Donc là, le modèle va chercher dans la base documentaire les informations dont il a besoin pour pouvoir augmenter sa requête. Après, vous pourrez avoir les agents qui vont vous permettre de récupérer des informations externes ou d'agir sur d'autres environnements. Et donc ça va vous permettre d'améliorer la qualité des réponses ou l'efficacité de vos interactions. Après, on a ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc le fine-tuning, c'est ce qui vous permet d'ajuster certains paramètres du modèle sans forcément à refaire l'apprentissage. Donc, vous allez lui donner un certain nombre de données en entrée, mais limitées, pour pouvoir ajuster son comportement. C'est le cas aussi avec RLHF, c'est le Reinforcement Learning with Human Feedback. Donc là, vous allez pouvoir évaluer les résultats et dire si au modèle, vous allez pouvoir l'aligner, comme on dit techniquement, aligner le modèle à du feedback humain. En l'occurrence, par exemple, si votre modèle n'est pas très gentil dans son ton, donc il est un peu des fois sec, vous pourrez très bien faire en sorte d'améliorer sa façon de répondre en lui fournissant du feedback au travers d'un processus de reinforcement learning. Et une fois que toutes ces options sont épuisées, effectivement, vous pourrez regarder le pré-training qui, lui, nécessite des quantités de données pas négligeables et surtout l'utilisation de compute avec un certain investissement à fournir pour pouvoir avoir un modèle. Voilà. Alors, je ne vois pas le chat, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais passer rapidement après sur une des dernières annonces de reInvent 2024. Donc, on a annoncé les modèles fondationnels d'Amazon, donc Amazon Nova. Donc, on a une déclinaison sur différents besoins avec différentes tailles de modèles parce qu'on se rend compte que one size doesn't fit all. Vous n'avez pas besoin d'un bazooka pour aller enfoncer un clou, aussi simple que ça. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des modèles avec des milliards de paramètres, des fenêtres de contexte gigantesques quand vos questions sont assez simples et que les réponses dont vous avez besoin sont assez simples. Et donc, on a une déclinaison d'Amazon Nova Micro, Lite, Pro et Première qui vont être augmentées par une taille de fenêtre plus grande ou des capacités plus grandes en termes de raisonnement. Après, vous avez deux autres modèles, Canvas et Reel. Donc, Amazon Nova Canvas qui va vous permettre de générer des images et Amazon Nova Reel qui va, lui, vous permettre de générer des vidéos. Et je vous propose de passer rapidement à une petite démo. Hop, je vais basculer. Alors, j'espère que tout le monde arrive à voir mon écran qui se situe par là. Donc, si je regarde par là, c'est normal. Donc, on peut utiliser différents modèles. Donc, les modèles disponibles, hein, on a Canvas, par exemple, on va lui demander, alors ici, c'est Titan. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me changer le modèle? Ah, oui. Donc, j'ai pris la mauvaise fenêtre. Bien sûr.
Et là, je n'ai pas pris la bonne non plus. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, mon Internet a décidé d'être un peu lent. Voilà. Donc, je vais prendre Canvas. Et vous allez pouvoir lui poser une question, enfin, lui demander de générer une image. Et vous aurez un certain nombre de paramètres à disposition. Donc, je vais lui demander une seule image pour aller un peu plus vite. On peut lui donner des prompts négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prompt négatif? C'est par exemple, si vous lui demandez de générer une image d'une personne, le modèle peut des fois un peu halluciner et mettre 3 bras à la personne ou 12 doigts. C'est des choses qui arrivent. Donc, les négatifs prompts vous permettent en fait d'ajuster ses comportements en disant voilà, une personne, un être humain, n'a que 2 bras et sur chaque bras, il n'y a qu'une main et sur chaque main, il n'y a que 5 doigts. Donc ça vous permet de faire, mais en fonction du contexte que vous voulez lui demander, les prompts vont changer. Donc si je lui dis generate an image of a dog riding a skateboard. Alors normalement, il est capable aussi de comprendre si vous faites des fautes d'orthographe un peu comme moi. Donc ça prend quelques secondes pour générer et en fonction en fait du nombre d'images, voilà. Donc si vous avez besoin de générer du contenu, vous pouvez. Vous pouvez aussi lui poser des questions en lui disant voilà, je te donne une image de contexte de condition, donc je pourrais lui remettre cette image-là et lui dire je veux la même image, mais plutôt dans une rue sans voiture. C'est des choses que vous pouvez faire. Donc ça, c'est Amazon Bedrock avec le Playground, avec un modèle Canva qui vous permet de générer tout ça. Hop, je vais juste reprendre rapidement un autre exemple sur le texte. Et donc, je vais lui demander, avec un modèle Amazon, on va dire micro, generate a bedtime story for my 6-year-old son. Et donc, en quelques instants, il va me générer une histoire entière. Donc ça, c'est ce que vous permet d'avoir l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, c'est de pouvoir leur poser des questions assez simples et de générer des histoires ou de générer du contenu de type image. Et imaginez des contextes où vous avez un texte, un livre que vous voulez résumer en 30 lignes et je pourrais lui dire, hop, limite the story to 200 words. Ouais. Voilà. Et donc, il est capable de me donner une histoire qui soit de 200 mots. Donc ça, c'est la puissance de Bedrock. Ça vous permet d'expérimenter de façon très simplifiée l'utilisation de modèles d'intelligence générative sans avoir à déployer une infrastructure, déployer un modèle, gérer des aspects techniques sur où est-ce que je mets les informations temporaires et ainsi de suite. Bedrock se charge de ça pour vous. Il y a un nombre non négligeable de fonctionnalités dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais pour ça, je vous ai mis à disposition un lien vers ce qu'on appelle un workshop AWS qui vous permet d'expérimenter si vous le voulez. Alors, il y a un coût à utiliser ces workshops, parce qu'il faut un compte Amazon, un compte Amazon Web Service, l'activation de certains services, et donc il y a un coût, donc faites attention si vous vous lancez dans cette expérimentation. Hop. Le deuxième use case, c'est concernant la productivité des développeurs. Donc, on se rend compte qu'en tant que développeur, en fait, on passe
pas beaucoup de temps à coder pour différentes raisons, parce qu'en fait, on fait beaucoup de recherches aujourd'hui pour pouvoir passer quelques heures par semaine à vraiment coder les mains sur le clavier. Il y a aussi beaucoup de choses que l'on fait, comme l'implémentation des pipelines CI/CD, l'analyse de logs, le debugging et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a mis à disposition un autre service qui s'appelle Amazon Q Developer. Donc, on remonte dans la chaîne d'abstraction des services, qui lui va vous permettre d'accélérer vos développements en vous fournissant un assistant euh, pour tout ce qui est coding, pour tout ce qui est debugging aussi. Donc, Amazon Q s'intègre dans la console. Si vous avez peut-être remarqué dans la console, en haut à droite, il y a un petit logo Amazon Q qui vous permet voilà, de poser des questions sur là où vous êtes dans la console et puis d'avoir des informations. Donc, sur le Software Development Lifecycle, on a des fonctionnalités qui vous permettent de l'accélérer, hein, mais, celle qui est la plus parlante, c'est quand on va soit chercher des choses dans la console et qu'on ne sait pas comment faire. Donc là, on peut le faire avec Amazon Q. Et en l'occurrence, vous avez la possibilité, avec l'icône Amazon Q, de poser des questions. Et vous aurez des réponses avec les sources. Donc, vous pourrez valider qu'effectivement, ce qu'Amazon Q vous a répondu est correct. Et donc ça capitalise sur la documentation AWS, les différentes guidance. Donc, les guidance, c'est des documents qu'on écrit pour expliquer une bonne pratique sur comment faire pour sécuriser l'accès à une base de données, par exemple, ou la communication entre une lambda et un bucket S3. Et vous avez toutes ces guidance qui sont aussi pris en compte par Amazon Q. Hop. Sur l'aspect code, pareil, ça s'intègre avec VS Code, mais pas que. Vous avez la possibilité de lui faire générer du code. Moi qui ai une âme de développeur, j'étais réticent au début à l'utiliser, mais je me rends compte qu'en fait, quand on l'active, vous aurez ces suggestions et souvent, elles sont beaucoup plus intéressantes que d'aller sur Stack Overflow, récupérer un morceau de code, l'adapter, parce qu'il va être capable de comprendre le contexte. C'est-à-dire que si vous avez des variables dans une fonction et que vous écrivez un bout de commentaire pour démarrer Amazon Q en lui disant, voilà, écris-moi une boucle qui va incrémenter un compteur et créer des fichiers avec ce nom incrémenté, il va être capable de vous le générer. Abdel, Oui. il y a quelques questions, tu veux les prendre au fil de l'eau ou à la fin? Oh, bah, je vais rebasculer. Alors, attends, là. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Qu'en est-il de l'IA chez Amazon? On l'utilise beaucoup, on l'utilise partout. J'avais un slide, effectivement, mais comme les use cases qui étaient mis en avant, qui étaient Amazon Pharmacy, par exemple, sont valables qu'aux États-Unis, je me suis dit que ça ne valait pas la peine de les mettre. Mais oui, on utilise de l'IA partout chez AWS et chez Amazon pour aider les employés à être plus productifs, pour optimiser un certain nombre de choses qui sont faites en interne. La rapidité à laquelle on arrive à processer, à traiter des commandes en est un exemple, même si on ne va pas forcément pouvoir donner beaucoup de détails autour de ça. J'ai fait des visites de centres de commandes et en fait, tout est basé sur de la donnée et des modèles d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour optimiser entre la personne qui clique sur une page de produit, qui la met dans son panier, des choses se passent derrière pour justement permettre une livraison la plus rapide. C'est-à-dire qu'on va potentiellement, de façon proactive, prendre des décisions par rapport à ce qui se passe en temps réel sur le site web. Please, un modèle avec la vidéo. Alors, le problème des modèles avec les vidéos, j'aurais bien voulu vous en faire un, ça prend 5 minutes à générer. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le préparer à l'avance, mais il y en a, on en utilise dans les présentations, dans certaines présentations, mais ça prend 5 minutes, tout comme, par exemple, sur la génération de code. Hop, je vais vous montrer, je l'ai fait en avance de phase, et le lien, je vais vous le partager. En fait, on peut, si vous avez une application, par exemple, en Java et que vous voulez la moderniser, c'est-à-dire faire des upgrades des versions, des packages qui sont utilisés, il y a un plugin donc, dans Amazon Q qui vous permet de le faire. Donc, vous pouvez lui dire, voilà, je veux faire une review. Hop, non, pas ça. Review.
Et donc, il va analyser tout votre code, hop, et il va vous remonter les problèmes dans votre code. Là, ici, c'est le résumé du plan de transformation. C'est-à-dire que vous voulez basculer d'une ancienne version de Java à une nouvelle. Quel va être l'impact sur votre application? Donc, on va vous expliquer, voilà, si on monte de version de Java 8 à Java 17, par exemple, il y aura des packages qui vont être enlevés, d'autres qui vont être ajoutés, d'autres qui vont être modifiés en termes de version. Quels sont les impacts au niveau du code? Combien de lignes de code doit être changées? Vous avez la possibilité aussi de demander à Amazon Q de faire la documentation de votre code, donc de lui dire d'écrire les commentaires, chose que tout développeur qui se respecte déteste faire, mais qu'il devrait faire. Et Amazon Q va vous permettre, par exemple, sur cet upgrade-là, de faire la migration pour vous de façon quasi humaine, en fait, parce qu'il va essayer des choses, il va avoir des erreurs, en fonction des erreurs, va corriger et va itérer sur toutes les erreurs pour vous, à la fin, vous donner une solution qui fonctionne. Donc là, sur la review, si je reviens sur la review, on voit qu'il y a un problème sur cette utilisation ici. On peut après aller regarder un peu plus en détail sur chacune des issues qui sont montées. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que vous permet d'avoir Amazon Q, c'est de faire de la revue de code, de la transformation de code pour faire de l'upgrade, de la documentation de code, de la génération des tests. Et après, vous pouvez, voilà, si vous voulez utiliser la génération de code, vous pouvez dire loop from 1 to 10. Et normalement, ça devrait se déclencher, mais ça ne se déclenche pas. Bon, il n'a pas eu envie. Je vais lui forcer. Bon. Normalement, il se déclenchait automatiquement. C'est l'effet des mots, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Ça arrive tout le temps. Et pour Amazon QDev, est-il possible de l'associer dans nos outils tels que IntelliJ? Oui, il y a des plugins qui existent. Alors moi, je vous montre VS Code parce que c'est celui que j'utilise, mais ça s'intègre avec d'autres IDE. Il faudra voir sur chacun des IDE en question. Mais normalement, oui, il y a la possibilité au travers de certains plugins, Amazon Q, par exemple, IntelliJ. Hop. Donc, sur la marketplace d'IntelliJ, vous allez pouvoir récupérer le plugin. J'ai fait une recherche très simple sur un navigateur. OK. Voilà. Donc là-dessus, on essaye d'être assez ouvert et pas forcément restrictif. On a en interne beaucoup de gens qui utilisent IntelliJ, VS Code et d'autres. Donc là-dessus, c'est possible. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser. Je vais continuer. Hop. Alors, Amazon Q, comme je disais, s'intègre aussi dans la console, mais dans certains services. Alors, on a vu la partie documentation, qui pouvait être accessible, mais vous avez des services, par exemple, comme Glue ou Redshift, où vous pouvez poser des questions en disant, voilà, je sais que tu as accès à mon modèle de données dans Redshift, qui est notre data warehouse dans le cloud. Je voudrais que tu me donnes le nombre de venues par état. Et donc, Amazon Q va être capable de générer le code SQL pour ça. Même chose pour Glue. Vous pouvez lui écrire un certain nombre de choses en langage naturel, donc générer un job ETL, et il va vous générer le code à ce niveau-là. Si vous voulez faire l'exemple de la modernisation Java, parce que je sais qu'il y a énormément d'initiatives chez beaucoup de nos clients et dans beaucoup d'endroits avec ce qui s'est passé sur Java depuis ces 2-3 dernières années, il y a beaucoup de montées de versions qui sont en cours ou qui vont arriver. Et on sait que c'est très chronophage, sans forcément ajouter de la valeur. Et donc, du coup, moderniser du code Java va devenir un peu comme le COBOL. D'ailleurs, on a aussi la possibilité de transformer du code mainframe ou du code SAP à travers de Amazon Q vers du code moderne, entre guillemets, moderne, donc soit dans d'autres technologies, soit dans des nouvelles versions. Donc, n'hésitez pas à regarder ce workshop aussi.
qui va vous permettre. Alors, Amazon Q est disponible, Amazon Q for Developer dans VS Code, normalement, est gratuit. Vous pouvez le tester. Par contre, ce que vous envoyez peut être utilisé pour améliorer la qualité du service. Donc, si vous voulez l'utiliser avec vos données d'entreprise, rapprochez-vous de vos équipes légales pour valider qu'effectivement, vous avez bien le droit d'utiliser cette version gratuite. La dernière chose dont je voulais parler, qui pour moi est très importante, parce que ça cause beaucoup d'inquiétude auprès des gens qui veulent implémenter de l'intelligence artificielle générative, c'est l'aspect éthique et responsable. Donc là-dessus, Amazon et AWS travaillent beaucoup pour justement être transparents sur le sujet. Maintenant, il y a un certain nombre de choses à prendre en considération. Il faut évaluer les risques de chaque use case. Donc, en France, par exemple, vous avez des choses que vous ne pouvez pas faire, des données que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Donc, il faut faire attention. Et des fois, dans certains autres pays, c'est possible. Il m'est arrivé de travailler dans des pays, en Égypte, par exemple, où il est possible et autorisé d'utiliser des données qui ne sont pas utilisables en France pour faire du cross-sell, de l'upsell dans les telcos, des choses comme ça. Donc, vraiment, il faut évaluer les risques à utiliser la donnée et c'est cas par cas. Une chose importante aussi, c'est pas parce que vous déployez quelque chose aujourd'hui qu'il va continuer à fonctionner correctement demain. Les gens s'amusent, entre guillemets, à tester les limites. Donc, il faut vraiment monitorer de façon continue comment se comporte le modèle. Voilà. Quelles données auxquelles on a accès, de vérifier qu'on ne laisse pas des portes d'entrée vers des données importantes. Donc ça, les modèles essayent, on a la possibilité de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour éviter ça. C'est pas obligatoire, c'est recommandé, et après, c'est à votre libre décision de le faire ou pas. Donc, il y a la possibilité de le faire dans Bedrock avec les guardrails pour éviter de générer des contenus discriminants ou autres. Donc, mais c'est des mécanismes qu'il faut activer. Voilà. Et il n'y a pas de solution. L'intelligence artificielle, tout comme l'intelligence artificielle générative, c'est pas magique. Il y a vraiment, il faut considérer ça comme du développement. Donc, il y a des tests à faire et il faut tester et retester de façon continue pour être sûr que le niveau de qualité que vous attendez soit toujours au rendez-vous vis-à-vis de vos utilisateurs. Et chose que beaucoup de gens oublient quand ils font du machine learning, c'est cette fameuse feedback loop, donc la loupe de feedback qui vous permet de dire si la réponse qu'on vous a fournie était correcte ou pas. Donc le fameux pouce en l'air, pouce en bas, qui peut être utilisé justement pour faire du reinforcement learning ou du human feedback et d'améliorer en tout cas la qualité et la pertinence des résultats. Et juste, je reviens rapidement donc, sur les piliers, sur la sécurité, enfin les considérations de sécurité de la generative AI. Donc il faut s'assurer qu'on a ces contrôles qui sont mis en place. On a une gestion du risque aussi qui est très importante avec l'identification des potentiels points faibles où on n'aimerait pas être attaqué. Donc, il faut vraiment les évaluer donc, en faisant du threat modeling. Donc, quand on développe une architecture cloud, on fait un modèle de comment dire, j'arrive plus à trouver le mot en français, un threat model, et évaluer ça au fil de l'eau. Et ce n'est pas un exercice qu'on fait une seule fois. Les modèles évoluent, vous allez peut-être changer de version de modèle, vous allez peut-être ajouter des nouvelles données, reconfigurer. Et donc, il faut évaluer tout ça aussi de façon périodique, sans forcément se baser sur ce qui a été fait dans le passé et se reposer sur ses lauriers. Et sur l'aspect responsable, donc il faut bien sûr mettre en place des contrôles pour éviter les comportements abusifs, la génération de contenu nocif, de pouvoir avoir une certaine transparence sur les données qui sont utilisées, que ce soit auditable. Ça aussi, c'est très important. Donc, Bedrock vous fournira ces capacités, parce que les données sont accessibles. On peut tracer toutes les API sur la plateforme pour évaluer qui a fait quoi à quel moment. C'est à vous aussi de les utiliser correctement. Bien sûr, nous,
on vous met à disposition un certain nombre de capacités et le modèle de responsabilité partagée est là aussi pour clarifier voilà, où s'arrête la responsabilité d'AWS par rapport à votre responsabilité. On sera là toujours pour vous accompagner aussi sur la mise en place de ces mécanismes de gouvernance parce qu'ils sont importants aujourd'hui. Sinon, on peut se retrouver avec un chatbot qui répond des mauvaises choses sur un site public ou des choses qui pourraient vous engager financièrement ou légalement si les réponses ne sont pas correctes. Donc, c'est des points très importants à prendre en compte lorsque vous développez votre approche sur l'IA, sur l'approche générative AI, encore plus. Et on a presque fini. Juste un petit retour sur reInvent qui a eu lieu à Vegas en décembre dernier, avec un certain nombre d'annonces. Là, vous avez un lien sur différents labs que vous pouvez faire pour découvrir un petit peu les nouvelles fonctionnalités, notamment les S3 Tables qui pourront permettre aux utilisateurs de déposer des fichiers dans un bucket S3 et qu'ils soient visibles maintenant comme une table au travers d'un job Spark, par exemple, mais aussi Amazon Nova et les différentes fonctionnalités que cela apporte avec Bedrock. Donc, vous aurez accès à un certain nombre de labs à ce niveau-là. Et bien sûr, le AWS Innovate, donc, qui a eu lieu la semaine dernière pour la zone IMIA. Je vous ai mis le lien générique, donc vous allez tomber sur la page générique avec tous les Innovate. Donc, il y en a un qui a lieu aux États-Unis demain. Il y en a eu un qui a lieu la semaine dernière en Europe, mais aussi pour une partie de l'Asie. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer. Vous aurez accès au contenu qui est enregistré. En fait, ce n'est pas des sessions qui ont lieu en live. Il y a du live Q&A pendant les événements. Donc, si vous assistez demain, vous pourrez poser des questions en live. Mais après l'événement, vous aurez accès uniquement aux enregistrements. Voilà. Donc, merci à tous. Et encore une fois, chez Amazon et chez AWS, feedback is a gift. Donc, soyez généreux. Le QR code que vous voyez ici, c'est vers un petit survey avec 3-4 questions très rapides. N'hésitez pas à le remplir pour dire voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si le niveau de contenu était approprié par rapport à vos attentes, ce que vous auriez aimé voir, ce que vous auriez aimé moins voir. Ça nous permet de nous améliorer aussi bien sur le contenu qu'on propose, mais aussi mes capacités à présenter de façon simple et claire ces contenus. Ouais, super. Bravo, Abdel, et j'encourage tout le monde à répondre d'ailleurs à ce survey, c'est vachement important. Et peut-être ça pourra nous faire revenir Abdel pour une autre session, si jamais vous faites des suggestions sur des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'Abdel intervienne. D'ailleurs, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on a encore quelques minutes. Et du coup, moi, j'avais une ou deux questions pour Abdel. Du coup, en attendant, peut-être la première, tu en as un petit peu parlé, mais aujourd'hui, on sait que dans nos communautés, dans nos géos, on a énormément de gens qui souhaitent démarrer avec Generative AI. On voit qu'il y a énormément de solutions, de contenus, de workshops. Voilà, parfois même on s'y perd un peu. Si toi, tu avais quelques conseils simples pour un novice, un néophyte, on m'appelle parfois, on me dit ah, je veux démarrer, par où je démarre? Voilà, c'est quoi ta recette? C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai que c'est pénible de trouver par où démarrer. Il y a tellement de contenu disponible et il y a tellement de gens qui sautent dans le wagon de je vais créer du contenu sur un sujet qui est hyper tendance et on n'arrive pas à faire la distinction de qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Moi, j'ai mon approche. Elle ne vaut que pour moi, peut-être. Je peux la partager avec vous, mais je ne dirais pas que c'est une approche que vous devez absolument utiliser. J'ai tendance à regarder les trainings, alors déjà gratuits, parce que j'estime que la connaissance doit être partagée gratuitement pour démarrer. Et après, si je veux aller plus loin sur une certification ou aller vraiment dans un deep dive, là, je vais aller sur des choses plus payantes, on va dire. Donc ça, c'est ma première approche. La deuxième chose, je regarde en fait qui sont les acteurs. Donc, en termes de cloud provider, donc AWS, mais d'autres, qui sont les acteurs dans l'intelligence artificielle générative, donc Anthropic, Mistral, il y en a quelques autres, et je regarde ce que eux fournissent.
Après, c'est vrai qu'il y a tellement de contenu sur Udemy, Udacity et autres que c'est difficile de trouver les bonnes informations pour démarrer en termes de session d'introduction. Sur une introduction, quand je veux découvrir quelque chose de nouveau, j'essaye de trouver quelque chose de court parce que l'investissement, il n'est pas négligeable quand on travaille, quand on a une famille à côté. Donc, je veux que ce soit quelque chose que je puisse faire rapidement ou tout du moins que je puisse parcourir rapidement sans forcément aller dans tout le contenu du premier coup. Donc ça, les abstracts vont me permettre de faire ça. Le sommaire avec les différentes sessions vont me permettre d'évaluer si oui ou non c'est quelque chose qui va me convenir à moi. Dans certains cas, vous allez avoir des choses où vous allez avoir un bloc complet et là, je ne veux pas parce que je ne peux pas couper facilement. Dans certains cas, ça va être découpé de façon en sessions qui vont être beaucoup plus courtes, qui vont plutôt me faciliter la vie, que je pourrais mettre en lecture en fond. Après, voilà, encore une fois, malheureusement, il y a tellement de contenu. Quand vous regardez sur LinkedIn ou les autres réseaux sociaux, les gens postent des listes à rallonge. Tous les jours, il y en a un nouveau. Ouais. C'est pas facile. Et même l'évolution en fait des différentes technologies fait que c'est de moins en moins facile de suivre. Il faut être très opportuniste malheureusement. Donc quand on a un besoin de se dire oui, j'ai un besoin de faire du texte, je vais utiliser un moteur de recherche, quel est le meilleur modèle pour m'aider à faire ça. Absolument. Ou un modèle, j'utilise un modèle fondationnel qui, en l'espérant, il soit honnête et qui puisse me dire que c'est son concurrent, peut-être qu'il le fait mieux. Mais voilà, donc très bien. c'est pas il y a des benchmarks sur chacun des modèles aussi pour savoir là où ils sont les mieux placés. Après, si je peux vous recommander aussi, c'est d'essayer de trouver une, voire deux personnes maximum à suivre et regarder vraiment leur communication à ce niveau-là. Donc moi, je sais que je suis beaucoup Andrew Ng, qui a des cours sur Coursera. J'avais fait celui sur le machine learning il y a un bon bout de temps, et je regarde un peu ce que lui fournit pour voir un peu où ça va. Maintenant, c'est vrai que sur l'intelligence artificielle générative, il y en a eu un peu beaucoup, et du coup, j'ai pas eu l'occasion d'identifier mon champion là-dessus. Ok, très bien. C'est des super conseils. En tout cas, merci. J'espère que ça va être utile pour notre audience. Je vois qu'il y a une question. Je vais juste poser une petite question et puis on va prendre la question d'Abigail. Et les autres, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Abdel. La question est un petit peu liée. On a demandé comment démarrer. Maintenant, des questions qu'on se pose, c'est l'impact sur nos rôles aujourd'hui en tant que… Ah oui, beaucoup de gens. Voilà. Pour toi, Ado, c'est vrai que j'ai dit, je regarde les trucs gratuits. Alors, rien ne vaut une vraie formation, hein, c'est clair. Si vous avez un expert dans une salle à qui vous pouvez poser toutes vos questions, il y a des gens pour qui ça marche beaucoup mieux. Moi, je sais que j'ai pas la chance de pouvoir avoir des formations. On en fait assez peu, mis à part les formations qu'on fait soi-même. Mais si vous avez la chance que votre entreprise ou que vous ayez la possibilité de participer à des formations en présentiel avec des formateurs, il y a une très grosse valeur ajoutée parce qu'ils connaissent leur domaine, ils savent comment apprendre aux gens. C'est là, si vous avez même besoin de conseils pour apprendre, comment apprendre à apprendre, les formateurs sont souvent les mieux placés pour ça parce qu'ils doivent apprendre aussi à apprendre. Sur ta question sur l'avenir de nos jobs, je pense que il va y avoir un impact, c'est sûr. On va nous faciliter la vie, mais il ne faut pas que ça devienne une béquille dont on puisse plus se passer, en fait. Les modèles ont des hallucinations, ils vont continuer à en avoir. On va aller dans le détail ou dans vraiment les points assez avancés. Il faut aussi qu'il n'y ait pas d'informations sur le sujet, que le modèle ne soit pas capable de fournir l'information. Il est capable de fournir que ce qu'il a déjà lu quelque part, au final. Aujourd'hui, les modèles ne sont pas forcément capables de raisonner tel qu'un humain le ferait pour débugger un problème, trouver une solution sur certains trucs très pointus. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution. Il y a certains jobs qui vont, dans l'IT, qui vont peut-être évoluer parce qu'ils vont utiliser ces outils qui vont leur permettre de faire plus, mieux. Mais il y aura toujours des endroits où, effectivement, il
n'y a pas l'information, donc il faut l'inventer, quoi. Il faut l'inventer from scratch. Et là, c'est, je pense, les métiers les plus intéressants, effectivement, c'est de pouvoir aller là-dessus, d'être les pionniers dans certains domaines, même si on sera tous amenés à utiliser ces assistants pour nous faciliter la vie. Parce que aller chercher sur un moteur de recherche et puis regarder les 10 premiers liens, ça prend du temps. Et un modèle d'intelligence artificielle générative sera en mesure de le faire pour nous. Ouais. Donc, un accélérateur. Ouais. Et c'est ce que je disais au début quand j'étais dans cette boîte française qui faisait du machine learning très automatisé et que les data scientists nous voyaient comme un threat, quoi. Enfin, on pouvait avoir un impact sur eux. Je leur dis non, mais en fait, non, vous ne le prenez pas comme ça. Ce que nous, on vous apporte, c'est la possibilité d'aller plus vite sur certaines tâches qui sont chronophages pour vous et sans valeur ajoutée pour vous. Complètement. Et ça va vous permettre de dégager du temps pour les choses plus intéressantes. Parce que faire un modèle de churn tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il n'y a rien de très palpitant, en fait. Si vous utilisez un algorithme très automatisé, il va être capable de le faire avec des niveaux de précision très bons, peut-être pas forcément parfaits comme vous pourriez le faire, mais il vous faudrait 1 an pour le faire. Et ce temps que vous allez dégager va vous permettre de faire des choses beaucoup plus sympas. Absolument. Bah, très bien. Merci beaucoup. On va prendre la question d'Abigail. Alors, je pense que tu avais commencé à répondre un petit peu, mais je vais la lire. C'est sur. J'aimerais savoir comment Amazon Q arrive à gérer la confidentialité et la sécurité des données. Tu veux répondre un petit peu dessus? Alors, il y a plusieurs modules Amazon Q, hein. C'est un peu comme SageMaker, il y a plein de choses derrière. Donc, Amazon Q développeur, donc si vous utilisez la version gratuite, effectivement, on va collecter de l'information sur votre utilisation. Donc, la taille c'est documenté, hein. Il y a un certain nombre de KPI qu'on va récupérer pour améliorer le service, de savoir si la latence des réponses est bonne. Par exemple, si vous posez une question et que ça met 10 minutes à répondre, c'est pas une bonne expérience utilisateur. Donc, il y a ces informations-là, par exemple, qui vont être récupérées. Après, sur le détail de vos prompts, il faudra checker sur la documentation. Si vous posez une question, est-ce qu'on l'enregistre quelque part et on l'utilise pour savoir si c'était la bonne question et la bonne réponse? Ça, il faudra regarder dans la documentation. J'ai pas l'information, malheureusement. Mais je sais que on collecte de la donnée sur l'utilisation des services pour améliorer la qualité du service. Et c'est souvent de la metadata, c'est pas vos requêtes où on regarde ce qui passe dedans et on le stocke pour pouvoir améliorer le modèle en lui-même. C'est vraiment pour savoir, voilà, telle personne a posé une question de telle longueur, il a une réponse de telle longueur, ça a mis tant de temps. Est-ce que c'est normal ou pas? Donc, c'est vraiment sur cette partie-là. Ok, ouais, effectivement. Il y a 2 autres questions. Il y en a une question sur le côté éco-responsable. Alors oui, c'est un gros sujet, hein, le fait de pouvoir créer des modèles aussi gros. Est-ce que ça a un sens pour tous les use cases? Et moi, mon rôle, c'est d'expliquer aux gens que peut-être pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser le Nova Pro si le Nova Lite ou le Nova Micro vous répond à vos besoins. Parce que ça a un coût, c'est vrai que sur le training, quand le modèle est entraîné, après on n'a plus besoin de l'entraîner, mais après quand vous l'appelez, effectivement, il y a un coût en énergie sur son appel, et du coup, il y a besoin de plus de ressources pour avoir un plus gros modèle. Et oui, ça fait partie des choses, parce qu'au final, il y a un coût pour le client, c'est-à-dire que si vous utilisez un modèle high coût par rapport à un Sonnet, le coût d'inférence n'est pas le même. Donc, est-ce que la qualité de l'un par rapport à l'autre justifie la différence de prix? Et ça, c'est des choses sur lesquelles on discute de façon très transparente, parce que nous, on estime que moi, j'ai un enfant, donc j'aimerais bien lui laisser une planète un peu correcte quand je disparaîtrai. Et c'est vrai que on essaye d'avoir cette réflexion sur oui, il y a un impact et il faut le prendre en considération dans son utilisation. Mais c'est tous les jours, c'est-à-dire que nous tous, autour de ce Google Meet, on a des boîtes de lettres avec plein de mails. On les efface jamais, on devrait les effacer parce que ça prend de l'espace quelque part et ça coûte en énergie. Je vous invite vraiment, enfin après c'est une plus grande réflexion, hein, à réfléchir sur votre empreinte aussi dans votre utilisation des outils numériques aujourd'hui, sur votre téléphone avec les photos que vous avez qui sont dans le cloud. Est-ce que ça fait du sens de les avoir dans le cloud, disponible tout le temps? Et c'est vrai que c'est pas un sujet facile. C'est pas toujours un sujet facile parce qu'on se dit mais si et si et bah oui, effectivement, il est possible qu'un jour on ait envie de la regarder dans 10 ans, mais peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin de la mettre dans le cloud et de la mettre ailleurs.
Et c'est des sujets qui sont pas simples, mais qui sont très intéressants. Et on aura des gens au Summit de Paris, d'ailleurs, pour en discuter, si vous voulez. Je pense que c'est l'une des questions que les gens se posent beaucoup. Absolument. Rappelle-nous la date du summit. C'est le 9, au Palais des Congrès de Porte-Maillot, à Paris. C'est bien. En tout cas, pour ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à y être. Je pense que vous allez rencontrer aussi Abdel qui y sera. Peut-être un dernier mot avant de conclure sur, je ne sais pas si tu en as parlé, DeepSeek. On a vu que c'était il y a beaucoup de bruit autour. Voilà, disponible maintenant sur Bedrock. C'est disponible sur Bedrock. En fait, on peut importer sur Bedrock quasiment n'importe quel modèle fondationnel. C'est l'une des forces de Bedrock, c'est la possibilité d'être ouvert à des nouveaux modèles. Et moi, ça m'a surpris le jour où DeepSeek a été annoncé. Peut-être une journée et demie plus tard, il y avait déjà des blogs qui apparaissaient sur le site d'AWS pour expliquer comment commencer à l'utiliser. Donc, après, sur la technique de DeepSeek, il y a plein de choses qui sont à dire. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. L'approche d'avoir des modèles qui soient moins consommateurs, aussi bien en training qu'en inférence, c'est vraiment là où tout le monde va maintenant, parce que effectivement, on vit dans un monde avec des ressources limitées, il faut en prendre soin. Et du coup, c'est des réflexions bonnes à avoir aussi, d'avoir des disrupteurs de ce style-là pour aider à améliorer les choses de façon indirecte, on va dire. Absolument. Merci beaucoup, Abdel. C'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci pour le partage de connaissances sur ce sujet. Merci à ceux qui ont participé aussi à ce webinaire. On espère en faire beaucoup plus dans le futur. N'hésitez pas à nous partager les feedbacks. N'hésitez pas à répondre au survey d'Abdel, très important. N'hésitez pas à nous remonter aussi des sujets autour de l'IA générative ou même d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez avoir ce type de webinaire de la part d'experts. En tout cas, moi, je suis ravi de revoir Abdel pour le coup et j'espère le revoir ici au AWS pour continuer à échanger sur ces sujets. Je te laisse le mot de la fin, Abdel, et puis on va terminer. Merci à tous. Merci pour vos questions. Ça fait toujours plaisir d'avoir des questions. C'est que des gens étaient là, engagés à écouter. Donc, des questions très pertinentes. Donc, merci beaucoup. Et puis, oui, au plaisir de revenir vous voir ou de vous rencontrer ailleurs. Merci, Abdel. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.